Bonjour, dans cette vidéo on va voir les onduleurs monophasés. Donc on va voir leur structure et par la suite deux lois de commande, une commande ce qu'on appelle la pleine onde et la commande PWM. Alors au niveau de structure d'un onduleur monophasé, c'est la même structure d'un hacheur déjà vu précédemment, le hacheur 4 cadrans. Donc on a les deux bras, ce qu'on appelle les bras d'onduleur, le premier bras ici et le deuxième bras ici. Donc, et la charge c'est entre les deux bras. Donc ces interrupteurs doivent être commandés à la fermeture et à l'ouverture. Donc c'est ici schématisé par un GTO. GTO c'est un composant d'électronique de puissance commandé en ouverture et en fermeture. Mais ça peut être un MOSFET, ça peut être un IGBT, ça peut être un thyristor, mais comme on a vu le thyristor il est semi-commandé, donc on doit associer à ce thyristor un circuit pour forcer la commutation au blocage, et tout le circuit ça constitue un interrupteur commandé à la fermeture et à l'ouverture. Bon, le choix d'utiliser un IGBT ou un MOSFET ou un thyristor, on l'a déjà mentionné, on l'a déjà vu dans le premier chapitre. Ça dépend de la fréquence, ça dépend de la puissance, ça dépend du courant et de la tension. Donc selon le besoin et selon l'application. Donc les diodes c'est impératif, c'est pour assurer la réversibilité et le fonctionnement en 4 cadrans. Alors, premièrement on va voir la commande pleine onde, que je peux les qualifier ou je peux les dissocier en deux types de commandes. La première c'est la commande bipolaire et la deuxième c'est une commande décalée, ou on peut aussi dire c'est une commande multiniveau. Une commande bipolaire, donc la tension de sortie elle évolue entre plus Vs moins Vs, et une commande unipolaire ou bien multiniveau, c'est que il évolue entre plus Vs 0, 0, moins Vs, plus Vs 0, 0, moins Vs. Alors en premier lieu, on va s'intéresser à la commande bipolaire. On va voir l'expression du courant et l'expression aussi de la tension. Ici, la figure, on montre le courant en régime permanent, la tension, l'évolution de la tension selon la commande des interrupteurs. Alors, entre 0 et t sur 2, on a commandé les t1, t2, et entre t sur 2 et t, la période, on a commandé t3 et t4. Donc, on obtient à la sortie une forme alternative d'une valeur moyenne nulle. C'est important d'avoir une valeur moyenne nulle parce que là on est en alternatif. Le courant de sortie aussi en régime permanent il évolue entre une valeur max et une valeur min, et on va voir que la valeur max et min sont égaux, et on peut dire que aussi le courant moyen dans la charge il est nul. Par contre, le courant moyen dans la source IS, il n'est pas nul. Alors, comment on a déterminé le tableau, c'est la même façon comme on a vu la partie hacheur. Donc, on identifie le bloc pour avoir VS, et par la suite, quel composant va être passant, c'est selon le courant de la charge. Donc, l'expression du courant de la charge est la suivante. On a une première équation différentielle et une deuxième équation différentielle, sauf que ici j'ai oublié de mettre un signe moins. Donc j'aurais Vs égale à LDI sur dt plus I fois R. Donc la résolution de cette équation est la suivante. Donc il est défini entre 0 et T1 qui est égal à 1 sur 1 demi T. C'est T sur 2. La deuxième équation c'est pareil, j'aurai la même résolution. Donc, et vous pouvez remarquer que
entre IL et IL de la deuxième partie de la période sont en opposition. Donc il y a juste un signe moins entre les deux. En régime permanent, on peut démontrer que Imax égale à Imin égale à moins Imin égale à cette expression là. Et on peut aussi déterminer le temps de croisement du courant avec l'axe 0 qui est égal à taux ln 1 moins Imin fois R sur Vs, ou bien l'autre expression. Alors pourquoi on a besoin de calculer le Tx? Comme on l'a déjà vu dans la partie Asher, c'est pour déterminer les intervalles, les bornes des intervalles, pour calculer les courants moyens dans les différentes composants. Alors pour le courant moyen IT, donc le transistor, et on sait très bien que à partir de ce tableau là et de la figure, le transistor il conduit entre Tx et T1, donc d'où les bornes de cette intégrale. Tx et T1, T2 c'est la période, c'est T. Donc si vous développez cette intégrale, vous allez trouver cette expression là. Pour la diode, c'est 1 sur T2 et il conduit entre entre 0 et Tx de moins IL, la première équation. Donc si vous développez cette intégrale, vous allez trouver cette expression là. Alors pour déterminer IS, il faut juste utiliser, on peut utiliser aussi l'expression de l'intégrale, mais comme on l'a vu au sifflet Asher, on peut déterminer le courant moyen IS est égal à 2 fois le courant moyen IT moins le courant moyen IT, qui est donné par cette expression là. Pour avoir l'expression de la tension, on doit faire un petit rappel sur les équations de l'analyse de Fourier, parce que la grandeur elle est alternative d'une forme carrée. Donc on peut démontrer que une forme carrée c'est une suite, c'est une série de grandeurs sinusoïdales ou cosinusoïdales dont l'expression est la suivante, et devant vous. Donc V0 ça serait égal à A0. A0 c'est la valeur moyenne qui est exprimée par cette expression là, et vous aurez les AN et les BN qui peuvent être déterminés par cette expression là, fonction usuelle. Donc je peux aussi avoir une deuxième expression de l'analyse de Fourier, c'est en utilisant les coefficients Cn qui est égal à la racine carrée de AN fois BN, AN au carré plus BN au carré. Et là, à la fin, la tension de sortie sera égale à V0 plus égale à 0, c'est la valeur moyenne, plus la somme des Cn sinus n oméga t plus θn. Avec θn, c'est tangente moins 1 de AN sur BN. Alors, pour notre tension, j'ai dit que la valeur moyenne est nulle. Donc forcément, on va avoir le A0 est toujours nul au niveau de la sortie alternative. Si on fait le développement en série de Fourier de la tension de sortie de cet onduleur monophasé à commande bipolaire, on va trouver que la tension VL est égale à 4 sur pi fois Vs, une somme de 1 sur n sinus n oméga 0 avec n impair. Donc n il prend que les valeurs impaires, notamment 1, 3, 5, 7, 9, 11 et ainsi de suite. Oméga 0, c'est ce qu'on va appeler, c'est la pulsation du fondamental qui est égale à 2 pi fois F0 ou bien 2 pi fois F, où F c'est égal à 2 pi sur T2 et non pas T1. Le fondamental, donc pour déterminer le fondamental, on remplace n par 1 et on va trouver que son amplitude qui est égale à 4 sur pi Vs, ce qui donne une valeur efficace du fondamental. Et là, j'ai le droit de
faire la relation de racine carrée, parce que le fondamental c'est une sinusoïde, donc je peux utiliser la règle de racine de 2, et je vais trouver que l'amplitude du fondamental qui est égal à peu près 0,9 fois Vs. Par la suite, on peut déduire l'expression du courant IL à partir de la tension en utilisant l'expression, la loi d'Ohm usuelle, c'est VL égale à Z fois IL. Et en remplaçant Z, on va trouver l'expression du courant IL. Voici son expression aussi, avec IN qui est égal à 4 sur pi Vs sur NZN. Alors Zn, elle change en fonction de la fréquence. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de Z, il y a oméga L, et oméga, ça dépend de la fréquence. Ça peut être du fondamental, et là on va remplacer Z1, on aura Z1, c'est N1. Pour la deuxième harmonique, N2, on va avoir Z2, et ainsi de suite jusqu'à Zn. On peut aussi montrer que le déphasage phi n qui est égal à tangente moins 1 n oméga 0 L sur R. Alors cette tension, je peux la représenter en forme spectrale, forme de bâtonnet, et là, si en analysant de près cette représentation spectrale, on va trouver que l'harmonique, d'ailleurs ici c'est voici mon fondamental, et ici sont les harmoniques, donc ils diminuent, les harmoniques ils diminuent avec un facteur de 1 sur n. Les harmoniques paires sont absentes, donc on ne trouve pas le 2, le 4, le 6, le 8. Les harmoniques les plus proches du fondamental, c'est l'harmonique 3. Alors il faut savoir une chose, c'est que ici on veut réaliser, à partir de cette commande bipolaire, on veut réaliser une tension sinusoïdale à la sortie. Par contre, là on a généré plus la sinusoïde, on a généré d'autres fréquences. C'est ce que j'ai appelé par la suite les harmoniques. Donc notre objectif essentiel, c'est de produire notre fondamental. Mais quand même on a ramené quelques parasites avec nous, qu'il faut par la suite les filtrer. Et d'ailleurs, il faut utiliser un filtre pour éliminer toutes ces harmoniques, pour ne laisser passer que notre fondamental qu'on a besoin. Alors comment faire? C'est à partir de ce schéma, vous pouvez voir que entre notre onduleur et la charge, on a placé un filtre qui va éliminer tous les harmoniques et ne laisser passer que le fondamental. Donc à la sortie de l'onduleur, on a produit un signal carré, il sera filtré et par la suite, seule la fréquence du fondamental va passer et les autres seront bloqués. Il faut savoir une chose, que cette fonction de filtrage ou bien cette possibilité de filtrer, c'est pas toujours, je vais dire, vrai, ou bien c'est pas toujours le cas, selon nos besoins. Par exemple, si on veut utiliser un onduleur pour les applications des UPS, là il faut forcément utiliser des filtres. Pourquoi des filtres? C'est parce que les charges, on a pas mal de charges qui sont très sensibles aux harmoniques, donc il faut faire sortir une sinusoïde pure. C'est comme si on a un réseau comme notre réseau qu'on a, on a un réseau à une seule fréquence qui est 50 Hz. Par contre, si on utilise l'onduleur pour l'application des variations de vitesse des moteurs alternatifs, alors là, il n'y a pas besoin. Donc, une forme rectangulaire, elle fait l'affaire pour la variation de vitesse. Ici, on donne les expressions des puissances, et là, on définit la puissance du fondamental et la puissance de la charge. Il faut savoir une chose, c'est que la puissance du fondamental, c'est elle qui sera convertie en une puissance utile. Si c'était un moteur, ça va être développé en une puissance mécanique.
Par contre, les autres, les harmoniques, ce sont des puissances, donc aussi sont exprimés en puissance, mais ils vont être considérés comme des pertes et ils ne participent pas le fondamental. Alors, on peut aussi déterminer la puissance de la charge qui est égale à 1 sur T1 de 0 à T1 Vs IL de TTT qui est égal à Vs fois IS moyen, et là on a un petit peu considéré que le convertisseur il est idéal, et qui est égal à R fois IL au carré efficace. Donc une deuxième expression de la puissance de la charge, ça c'est la puissance totale, qui est égale à la somme de IN sur racine de 2 au carré fois R, qui est égal à I efficace au carré fois R. Et on définit à la sortie, on peut définir un facteur de puissance qui est égal à P sur S, qui est égal à R I efficace au carré sur V efficace fois I efficace. Alors, la différence entre PL et P, c'est que on va trouver PL supérieur à P1. Pourquoi? Parce que PL, elle englobe aussi les puissances dues aux harmoniques. Plus la puissance du fondamental, comme j'ai dit, on va obtenir aussi des puissances dues aux harmoniques. Alors, une question qui se pose, c'est que, supposons que je veux varier et la fréquence et l'amplitude de ce type d'onduleur à commande bipolaire. Alors, en analysant l'expression de l'amplitude, on peut voir que si on veut changer la tension de sortie, on doit changer Vs. Alors là, ça pose un petit peu problème. Supposons qu'on a une batterie, tension continue, comment peut-on changer Vs? Alors, la seule solution, c'est d'intercaler un hacheur qui permet d'élever la tension, bien d'abaisser la tension, pour alimenter notre onduleur, et par la suite, on va voir une tension variable. Sinon, il y a un autre moyen, c'est qu'on peut changer la commande des interrupteurs de manière à changer la valeur efficace du fondamental. Et en quelque sorte, il faut changer la loi de commande. La commande bipolaire ne permet pas d'avoir une valeur efficace variable. On va voir pour la prochaine vidéo la deuxième commande que j'ai définie auparavant, la commande décalée ou la commande multiniveau. C'est avec cette commande qu'on peut changer la tension de sortie, la valeur efficace de la tension de sortie, juste en agissant sur les interrupteurs tout en laissant Vs fixe. Alors, pour changer aussi la fréquence, tout simplement, ici il faut juste agir sur les temps de conduction, le T1 et le T2. On sait très bien que T1 égale à 1 sur T2. Si je veux une fréquence de 50 Hz, je peux fixer juste le temps de conduction de T1 qui est égal à 10 millisecondes. Donc T ça serait égal à 20 millisecondes, et comme ça j'ai fixé une fréquence de 50 Hz. Voilà. On va arrêter cette vidéo ici et à la prochaine vidéo.